Pour Bon, l'instant, on est peu nombreux, donc vous m'entendez du coup là où je suis? oui, oui, très bien. Bon, alors, je ferai ma partie et puis après je vous laisserai, Laurence, hein, parce que c'est pas Oui, trop oui. fatigant, du coup. Ah, bonjour Mathilde. Rebonjour, désolée, j'ai un peu de retard. Enfin, je suis à l'heure, Non, quoi. non, pas de souci. Vincent n'est pas connecté encore, mais j'espère que ça va être bon. Mise à jour essentielle à faire et ça a mis plus de temps que prévu. Bonjour. 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 Je reviens, je coupe 2 minutes. Pas de souci. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, de toute façon, bonjour, on va attendre jusqu'à 13h05 pour commencer le temps que tout le monde se connecte. On va Oui, attendre à peu près une dizaine de personnes. oui, d'accord. C'était le nombre d'inscrits que tu avais. Oui, j'en avais 13 exactement. D'accord. Et normalement, il y a Valentine Tournon aussi qui doit se connecter pour intervenir au titre de la DRAF et la coordination Ça du marche. projet. On a un souci de réseau là en fait entre midi et deux à la DRAF, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a mis du temps à se connecter et que c'est pour ça que je suis arrivée un peu à la bourre. D'accord. Ouais, moi, j'ai eu le même problème hier et ce matin. Donc, oui, du coup, ce matin, c'était compliqué. Bon, tant que ça fonctionne là, c'est le principal. C'est ça. Bonjour, Valentine. Bonjour. Salut.
Est-ce que Mathilde, du coup, on peut commencer? Parce que Frédéric Valette, en fait, a un petit impératif. Il doit se couper entre deux réunions. Comme il intervient au début de la Il y a pas présentation, est-ce de qu'on peut gêne impératif. commencer? Oui, oui, j'allais justement dire, commençons ce webinaire, les autres rattrapons en cours de route. Est-ce que peut-être on peut l'enregistrer, Laurence? Est-ce que tu sais faire? Oui, 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 tout à fait. Donc, c'était prévu. L'enregistrement est lancé. Normalement, il n'y a pas de souci. Si vous en êtes tous d'accord aussi. Et il sera mis en ligne ensuite sur le site du CIDAM, sur les pages AP3C, comme les précédents webinaires. Et puis, on communiquera dessus sur les réseaux pour que les établissements qui sont intéressés par la démarche mais qui n'ont pas pu le prendre puissent le regarder a posteriori. Et vous qui êtes présents, si vous voulez revoir des détails, comme ça, vous pourrez aussi avoir accès. Parfait. Du coup, je vais peut-être juste me présenter et les intervenants, je vous laisserai vous présenter à chaque fois que vous prenez la parole. Du coup, Mathilde Campedelli, moi, je suis chargée de mission animation et développement du territoire au sein de la DRAF, donc c'est la Direction régionale de l'agriculture, l'alimentation et de la forêt. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est enseignement agricole. Voilà, je vous laisse démarrer le webinaire. Peut-être que comme on n'est pas très nombreux, je vous propose de lever la main ou poser la question quand vous en avez une. Voilà, on va faire comme ça, ce sera le plus simple. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran du coup? Oui, c'est bon, Laurence. Très bien. Donc, moi, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Laurence Romanaz, je travaille au CIDAM et je suis responsable de l'équipe et des projets et j'ai notamment en charge 3 missions. Donc, la coordination du projet AP3C, adapter les pratiques culturelles au changement climatique, qui nous réunit aujourd'hui, le pastoralisme et la coordination d'un projet autour de la lutte contre les campagnols terrestres. Et donc aujourd'hui, je vous remercie d'être présent. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire une présentation donc à P3C des travaux qu'on mène depuis de nombreuses années pour accompagner les agriculteurs dans leur choix d'adaptation face au changement climatique. Donc c'est une méthode particulière qui a la spécificité appuyée sur un blog, Vincent Guez, qui se présentera tout à l'heure, et donc qui présentera aussi la méthode, les résultats, et puis pour aller plus loin, ce qu'on peut vous proposer pour vous et vos élèves en matière sur cette thématique, en matière d'outils pédagogiques notamment. Donc je vais laisser la parole à Frédéric Valette. Donc je vais le laisser se présenter et présenter le CIDAM très rapidement, mais pour que vous connaissiez aussi cette structure, et puis le projet tel qu'il s'est déroulé, sa genèse. Donc, bonjour à tous. Oui, alors je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Frédéric Valette. Je suis agriculteur sur le nord de la Lozère, membre du Copamax CIDAM, donc qui siège à Clermont-Ferrand. Et donc, je suis co-responsable donc avec Yannick Philippe, donc, qui est président du CIDAM, du programme AP3C. Et donc, j'ai pris la succession d'Olivier Touran, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc, mais tout d'abord, oui, mais tout à l'heure, Laurence vous a prévenu, donc je m'excuse parce que je suis partagé entre deux réunions, puisque je suis présent à l'Assemblée générale de la FDCUMAL-Lozère, et donc je suis membre du bureau, donc j'essaie de faire tout, mais c'est pas toujours facile. Donc, je vais faire ma partie, puis après, je vous laisserai travailler entre vous. Vous m'en excuserez, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mieux pour aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais vous présenter le CIDAM, en fait, puisque c'est la structure qui porte tous les projets de développement au niveau massif central. Donc, le CIDAM, vous voyez les cartes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous avez toutes les cartes donc, pour voir qu'est-ce que représente géographiquement le CIDAM. C'est un service interdépartemental pour l'animation du massif central avec 2 missions principales. Donc, qui sont au niveau observatoire, c'est une veille, analyse des politiques publiques avec des perspectives économiques. Alors, quand on parle de ça, c'est surtout, effectivement, nous, ce qui nous importe le plus, c'est la reconnaissance de l'agriculture de montagne, notamment au niveau de la PAC. Et actuellement, on y est en plein et ça va nous occuper ces prochains mois.
Et la deuxième partie qui nous concerne plus aujourd'hui, dans les projets recherche et développement, donc autour de toutes les filières et développement durable au niveau du Massif central. Donc effectivement, AP3C fait partie de ce volet-là. Donc c'est une structure qui a été constituée en 74, donc qui représente donc 15 chambres d'agriculture départementales et une chambre d'agriculture régionale pour la partie Morvan, donc au niveau de la Bourgogne, donc avec un président qui est Yannick Fialip, donc qui est président également de la chambre d'agriculture de la Haute-Loire, et 4 vice-présidents, donc Christine Valentin entre autres pour la partie Occitanie, mais aussi sur toutes les anciennes régions, on va dire, qui sont le Limousin, le parti Rhône-Alpes, enfin, tout le bureau représente bien toutes les régions du Massif central. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc moi, je suis élu référent à P3C avec Yannick Fialip. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, AP3C, donc, maintenant, donc, je vais venir un peu plus sur AP3C. Donc, c'est un projet qui existe depuis un moment, puisqu'il a démarré en 2015. Et c'est un projet, bon, on a fait le constat avec les premières canicules qu'on a connues en 2003 et qui se sont répétées sur de nombreuses années, malheureusement, qu'il fallait que le monde agricole prenne conscience qu'il y avait besoin d'une adaptation. Et c'est pour ça que c'est un projet qui est né par et pour les agriculteurs. En fait, on a pris conscience qu'il fallait qu'on change d'approche sur ces questions d'enjeux climatiques et qu'il fallait vraiment que ce soit la base qui se saisisse de cette problématique pour pouvoir arriver à des choses concrètes, notamment sur nos exploitations. Donc, c'est un projet, et ça, j'y tiens beaucoup, donc il y a une démarche ascendante, puisqu'on se rend bien compte que si on veut réussir, il faut que ce soit vraiment le territoire qui s'empare de la problématique. Alors c'est un projet quand même qui est ambitieux, puisque l'enjeu c'est quand même de maintenir finalement l'agriculture que souhaite le consommateur en premier lieu, c'est-à-dire cette agriculture qui est vertueuse, donc une agriculture de montagne qui est reconnue. Et c'est surtout qu'au niveau du Massif central, quand on parle de décapitalisation, de souveraineté alimentaire, on est peut-être la région la plus épargnée justement par toutes ces problématiques-là. Et donc, on veut se donner vraiment les moyens de maintenir notre agriculture comme on la connaît et qui est quand même, qui répond à beaucoup d'enjeux et beaucoup de questionnements de la société aujourd'hui, puisqu'on parle de bien-être animal, on parle de production à l'herbe, d'enjeux bas carbone, et on se rend bien compte que nos agricultures de montagne ont vraiment gardé la bonne orientation pour répondre à toutes ces problématiques et garder et maintenir toutes nos filières qualité, puisque le Massif central est reconnu aussi pour toutes ces labellisations, toutes ces filières qui ont su se démarquer pour proposer une production et une alimentation de qualité pour notre société. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est déterminant pour l'agriculture du Massif central, et pas que pour l'agriculture, puisque dès que le projet, on s'est rendu compte, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment finalement à développer plusieurs volets, notamment sur la partie développement territorial, où on a quand même le réchauffement climatique touche bien plus que l'agriculture. Bien sûr que nous, on l'a vu venir en premier, puisqu'on est directement impacté sur nos productions, mais aujourd'hui, ça touche tout un pan d'activités sur le Massif central, et c'est dans ce sens donc qu'on a voulu avancer. Alors, je ne sais pas, je continue, Laurence, ou c'est à toi là? Il me semble que Normalement, c'était à toi. Ce que je veux dire avant de vous laisser en introduction, c'est que la partie enseignement agricole est très, très importante. Pour nous, on travaille avec l'enseignement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui parle au territoire.
Et c'est des données qui sont facilement travaillables, notamment dans les établissements où il y a quand même des exploitations de support, des exploitations agricoles. On a déjà travaillé avec certains lycées agricoles et les jeunes qui ont témoigné du travail qu'ils ont fait avec AP3C à faire des diagnostics à l'horizon 2050, notamment sur les exploitations de lycées, où ils ont vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler avec ce programme-là, et parce que bien sûr, quand on a commencé, on parlait forcément d'agronomie, puisque c'était faire pousser de l'herbe, faire pousser des céréales, tout ça. Et au fur et à mesure que ce projet a avancé, on a intégré tout le système d'exploitation. Donc, on va même jusqu'à la conception des bâtiments d'élevage de demain, le bien-être animal ou des nouveaux indices qui sont arrivés. Et ça permet d'avoir une approche systémique de tout le système d'exploitation. Donc, en plus, comme dans nos lycées agricoles, nous avons des supports qui sont des exploitations agricoles, ça permet aux jeunes de travailler et de faire des assez poussés sur de l'exploitation du lycée notamment, ou même des exploitations extérieures au lycée. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on a des très bons retours et on souhaite vraiment que nos jeunes qui sont dans les lycées puissent profiter de tout le travail qu'on a fait depuis 2015. Donc, ça fait quand même 10 ans. Donc, il y a beaucoup de matières. Vincent va vous présenter plusieurs diapos tout à l'heure et vous verrez tout le potentiel qu'il y a autour d'AP3C. Alors, je suis vraiment désolé, je dois m'excuser parce que je suis obligé de vous laisser. Donc, tout sera enregistré. Je vous souhaite d'avoir de bons échanges. N'hésitez pas à intervenir. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais d'intervenir au fur et à mesure des présentations, parce qu'il y a quand même beaucoup de présentations qui vont vous être faites pendant ce webinaire. Donc, je vous souhaite de passer un bon webinaire de travail et n'hésitez pas à échanger sur toutes les questions que vous avez sur AP3C. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole donc à Laurence. Donc, merci Frédéric. Comme nous ne sommes pas très nombreux, on peut peut-être faire un petit tour de table, ce qui nous permettra de savoir d'où vous venez et quels établissements vous représentez. Donc, je me permets de passer la parole pour aller plus vite. Donc, Claire Mison, on ne vous entend pas. Voilà, Oui, ça y est, je c'est cherchais bon. le bouton. Bonjour. Donc oui, moi j'étais intéressée par ce webinaire quand je l'ai vu passer parce que je suis initialement ingénieure spécialisée en nutrition santé. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique et à force d'être sur des thématiques liées aux plantes, à la santé, au végétal, j'ai eu envie d'être directement sur le terrain, au contact avec celle-ci. Et donc aujourd'hui, j'ai plutôt une activité d'ethnobotaniste où je vais sensibiliser au travers d'ateliers, de sorties sur le terrain, au lien qu'il peut y avoir entre les plantes d'un territoire et les activités humaines d'un territoire, et puis les impacts via l'alimentation ou d'autres facteurs. Je ne travaille pas avec des établissements scolaires, mais néanmoins, dans toutes les médiations que je peux faire, forcément, comme je lis avec le territoire, j'aime bien savoir un peu les projets qui se font à côté pour pouvoir en parler et pour pouvoir les valoriser devant mon public qui est essentiellement constitué d'adultes. Merci. Guillaume Serpois. Éléonore Guichard. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, merci. Je vais peut-être mon caméra. Donc moi, je suis chargée de mission au campus Montravel. Donc c'est un établissement d'enseignement agricole à Villars, donc à côté de Saint-Étienne. C'est plutôt la production horticole, la dominance, on va dire, agri. On n'a pas d'élevage, du coup, c'est vraiment maraîchage et horti. D'accord, merci. Maëva Dubreuil. Moi, je suis chargée de transition au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire et je travaille notamment dans l'équipe de Régis Sagnal qui a participé qui est en contact en tout cas avec vous autour du projet AP3C. D'accord, merci. Et donc Guillaume Serpois, il
Et tu as la DDT de la Creuse, apprenti, il n'a pas de micro, donc il s'excuse. Et donc, je lis dans le chat, et donc il travaille sur le potentiel hydroélectrique du département dans le cadre de son master 2 en sciences de l'eau. Donc, peut-être qu'il est déjà en contact avec Vincent Caillez, mais voilà. Donc, nous avons finalement pas mal de personnes d'horizons très différents. Donc, il faut savoir que nous, on a fait de la communication aussi sur le webinaire, sur les réseaux sociaux, avec la possibilité de s'inscrire. Mathilde, je te l'avais dit, puisque j'avais utilisé ton flyer avec le bouton d'inscription. Donc, voilà. Donc, Valentine, peut-être que je vais te laisser la parole aussi pour expliquer ta présence aujourd'hui et te laisser te présenter aussi, surtout. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, loin, mais oui, on t'entend. Ah, mince, je vais rapprocher. Donc, Valentine Tournon, moi je suis chargée de mission sur les politiques du Massif central à la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, donc la DRAF finance et accompagne le projet AP3C depuis sa création, 2015. Et elle a vraiment souhaité renforcer les actions de sensibilisation et d'animation vers l'enseignement agricole. En fait, on s'est rendu compte que il y avait un chaînon un peu manquant entre tous les projets de recherche et développement qu'on finançait et donc du coup leur transfert dans le monde agricole. Et en fait, il manque l'échelon de sensibilisation vers les jeunes qui seront, eux, les futurs employés et les futurs acteurs de demain. Ainsi, du coup, ça a été identifié vraiment comme une priorité au niveau de la DRAF sur tous les projets qui sont accompagnés sur les crédits du Massif central. Voilà, donc on encourage vivement, enfin c'est même demandé en fait, que tous les projets fassent un lien avec l'enseignement agricole, qu'ils soient associés, que les établissements soient acteurs. Et voilà, comme partenaire de recherche et développement, et pas forcément que en tant que structure qui reçoit ces informations. Voilà pour brosser très rapidement le contexte. Donc, je travaille beaucoup avec Mathilde, un peu avec ses homologues au niveau du massif. Parce que le Massif central, c'est sur 4 grandes régions. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais poursuivre. Donc, avant de passer la parole à Vincent qui se présentera, c'est pour juste compléter ce qu'a déjà expliqué Frédéric Valette. Donc, AP3C, c'est vraiment un projet de recherche et développement qui est coordonné donc, par le CIDAM, mais qui travaille avec 11 chambres d'agriculture et en collaboration avec de multiples partenaires, donc notamment l'INRAE. Et puis, ces partenaires ont changé au fur et à mesure des années. Donc, il y a eu aussi l'Institut de l'élevage, le pôle fromager, etc. Et donc, c'est un projet qui est sur 3 régions différentes et qui couvre l'ensemble du Massif central. Et donc, on va vous présenter aussi son évolution, parce qu'on est parti de 11 chambres, mais aujourd'hui, de 11 départements, mais aujourd'hui, on couvre bien l'ensemble du territoire du Massif central. Et donc, c'est un projet qui est financé. On ne pourrait pas, évidemment, l'avoir mené à bien, comme l'a dit Valentine, donc, par l'État à travers la Convention de Maastricht, mais les conseils régionaux, à certains moments, sont aussi venus en appui du projet. Donc, Vincent va rentrer plus dans le détail. C'est juste pour vous dire qu'AP3C, c'est un projet unique et innovant qui n'est pas qui ne va pas avoir les mêmes qui n'a pas la même réflexion scientifique, on va dire, pour calculer les projections climatiques que ce qu'on peut vous présenter d'habitude, puisqu'il s'appuie sur des données observées et quotidiennes, donc entre 1980 et 2015, sur les températures, les précipitations et l'évapotranspiration. Donc, sa spécificité, c'est d'avoir un climatologue qui intègre la méthode à disposition.
Et puis d'avoir cette alliance d'expertise donc climatique et les compétences des conseillers des chambres d'agriculture en agronomie, en zootechnie, etc. Donc l'objectif initial d'AP3C, c'était vraiment de produire une analyse fine des données climatiques localisées pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vraiment adapter leur exploitation, donc à l'échelle de l'exploitation, mais aussi du système, comme l'a souligné Frédéric. Donc ils connaissent vraiment ces données-là de façon très précise. Voilà, donc il y a 5 approches. Bien entendu, une approche climatique pour connaître le climat de demain, une approche agronomique, parce qu'il est essentiel de sélectionner certains indicateurs agronomiques pour pouvoir construire des indicateurs agroclimatiques. Une approche système, comme l'a souligné tout à l'heure Frédéric, pour bien concevoir que les agriculteurs puissent bien prendre en considération ces données sur l'ensemble de l'évolution de leur système. Une approche filière, parce que les agriculteurs sont souvent en filière, et il y a de nombreuses filières, notamment qualité sur le Massif central, et une approche territoire. Cette approche territoire, elle est indispensable, donc avec ces données qui sont à disposition de tous les acteurs du développement du Massif central. Et bien sûr, l'importance, comme ça a déjà été souligné, de communiquer et de sensibiliser et de travailler avec le corps enseignant et les établissements scolaires agricoles. Et donc, je vais passer la parole à Vincent pour qu'il vous explique en quoi consiste AP3C en termes de méthodologie et de résultats. Donc Vincent, si tu peux commencer par te présenter. Oui, donc bonjour à tous, moi c'est Vincent Caillès, donc je suis climatologue, je suis issu de Météo France et depuis maintenant 2012, j'ai été donc d'abord mis à disposition puis détaché dans le réseau des chambres d'agriculture pour m'occuper de projets d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et essentiellement, depuis une dizaine d'années, je travaille pour le projet AP3C sur le Massif central. Suivante. Donc, je vais vous présenter d'abord quelques éléments de méthode, puisque c'est une méthode qui est originale, enfin, qui détonne par rapport à ce qui est présenté habituellement. Suivante. Donc, il faut bien faire la distinction entre les projections climatiques qui vous sont habituellement mises à disposition. Alors, ce qui est le plus courant, c'est le portail DRIAS, les futurs du climat. Il y a aussi les portails Climadiag, Agriculture ou autres, qui désormais donc, fournissent ce genre de projections climatiques. Mais encore actuellement, ces projections climatiques sont le résultat de modèles de recherche qui cherchent à améliorer notre compréhension des processus qui sont à l'œuvre dans le changement climatique. Bref, à mieux répondre à la question pourquoi le changement climatique. Mais leur base, ce n'est pas de décrire des trajectoires, c'est de mieux comprendre les phénomènes. Avec le projet AP3C, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous, ce que j'ai mis au point, c'est un outil de description de trajectoire. Donc, c'est par construction, on va dire, compatible avec les trajectoires telles qu'elles sont réellement engagées sur le terrain. Et je dois vous informer que, hélas, encore actuellement, c'est une exclusivité de la P3C, c'est-à-dire partout ailleurs, les trajectoires, hélas, ne sont pas compatibles avec ce qu'on voit sur le terrain, parce que ce n'est pas leur propos. Et comme c'est un outil statistique qui a été développé, on a pu faire donc, beaucoup de projections. Donc, au lieu d'en avoir quelques-unes, enfin, sur la planète, sur tous les grands organismes, il y en a quelques centaines désormais, mais nous, on en a 10 000. Donc, ça nous permet d'aborder, on va dire, des phénomènes relativement rares et avec une bonne probabilité, enfin, une bonne robustesse dans les probabilités de réalisation de ces phénomènes à la fois ordinaires et assez rares. Et puis donc on a développé une méthode spécifique, on va dire, de spatialisation de ces projections climatiques en adaptation aux configurations de relief, qui nous permet de descendre jusqu'à un pixel donc, de 500 mètres, ce qui est là aussi une avancée par rapport à ce qui vous est présenté ailleurs. Dès l'origine, on va dire, de ce qui vous est présenté habituellement en termes de projection, et bien parce que, hélas, les projections sur notre partie du monde en particulier, en termes de trajectoire, ne correspondent pas, enfin sont sévèrement divergentes de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Donc là, ce que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'évolution de la température printanière. Pour être précis, c'est la moyenne des températures maximales du printemps. Ce que vous voyez sur votre gauche, entre le proche passé et le proche futur, c'est la trajectoire telle qu'elle est ressortie dans le dernier rapport du GIEC, pour un panel de modèles en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre, mais comme on ne va pas loin vers le futur, en fait, c'est très peu dépendant du scénario d'émission de gaz à effet de serre. Donc, regardez le caractère un peu uniforme, on va dire, de cette évolution de température sur la France, dans son ensemble, et encore plus sur le Massif central, ce qui fait qu'avec le décalage de 55 ans, je vous donne les références, vous pouvez les vérifier vous-même, voilà, on a entre 1,5 et 1,6 degrés donc, d'évolution à la hausse des températures maximales donc, du printemps.
En termes d'observation, la même interface du rapport du GIEC vous montre que ça va 3 à 4 fois plus vite. Donc, voilà, pour nous, la moyenne des températures maximales du printemps, c'est un paramètre qui n'est pas du tout exotique, mais c'est déterminant pour le démarrage de végétation et pour la production, on va dire, végétale de début de saison. Donc voilà pourquoi on ne pouvait absolument pas utiliser ce qui vous est proposé habituellement. Suivante. Et une autre manière de voir les choses, alors on n'a pas attendu, nous, le dernier rapport du GIEC. Nous aussi, on avait fait donc, un travail justement pour présenter ce qui vous est proposé habituellement et ce qui est observé sur le terrain. Donc là, ça a été proposé, je l'ai présenté pour la première fois aux journées scientifiques climat et impact, donc en 2020 à Paris-Saclay. C'est sur la station de Clermont-Ferrand, l'évolution de la moyenne des températures maximales du printemps, encore une fois. En point noir, vous avez les évolutions observées, et je vous demande de regarder la vitesse d'évolution au niveau central. Et puis donc en point rouge et vert, vous avez donc la manière dont c'est fait par les modèles d'élection. Alors en vert, c'est un paquet de 10 modèles, donc en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre, et en rouge, c'est un paquet de 10 modèles, mais en scénario fortement émetteur de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les premières dizaines d'années d'évolution vers le futur, eh bien, vous avez donc une concordance entre les deux évolutions. Oui, c'est-à-dire que vous avez le scénario d'émission de gaz à effet de serre a un impact sur la trajectoire climatique du futur, un impact significatif qu'au bout de 30 à 40 ans. Avant, c'est totalement confondu, c'est l'inertie du changement climatique, puisque le CO2 dans l'atmosphère, c'est le principal gaz à effet de serre supplémentaire, il a un temps de résidence de plusieurs siècles dans l'atmosphère. Donc c'est normal qu'on n'arrive pas à séparer avant plusieurs dizaines d'années, on va dire, le résultat de nos scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Mais disons que le plus... Non, c'est... Le plus important, c'est que, on va dire, c'est que la vitesse d'évolution telle qu'elle est simulée, quel que soit le modèle, quels que soient les scénarios d'émission de gaz à effet de serre, ça va 4 fois plus lentement, on va dire, que ce qui est réellement observé. Suivante, effectivement. Alors, ce n'est pas uniquement une question de température. La température, enfin, particulièrement la température maximale, c'est un paramètre déterminant, c'est on va dire, d'une certaine manière, le déterminant principal de la demande évaporatoire. C'est-à-dire la demande en eau, on va dire, des végétaux. Donc, comment dire, une demande standardisée, c'est l'évapotranspiration potentielle. Donc là, au printemps également, toujours sur la zone de Clermont-Ferrand. Ce que vous avez donc en courbe bleue, c'est l'évolution telle qu'elle est simulée en scénario moyennement émetteur de gaz à effet de serre. Alors sur l'ancien site de Solagro qui s'appelait Canary, alors je l'ai ressorti parce qu'en fait c'est plus pédagogique, on va dire, la présentation ancienne qu'actuelle, mais ça sera les mêmes conclusions avec le nouveau, on va dire, portail qui s'appelle Climat Agriculture. Donc en bleu, vous avez les simulations. Et en point noir, et ensuite donc en évolution centrale, donc en courbe tiretée noire, vous avez donc l'évolution observée. Pour le faire, si vous le c'est que la demande évaporatoire observée, ça explique que la demande évaporatoire simulée, toujours au printemps, bien entendu. Diapo suivante. Et justement, avec le nouveau site, donc qui est un peu, enfin, sur lequel on peut plus difficilement mettre les observations, c'est pour ça que j'ai conservé l'ancien, au moins en première diapo. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec vraiment les projections les plus récentes qui respectent la TRAC, trajectoire de référence, de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, ça change presque rien, on va dire, dans cette divergence. Et vous avez toujours entre la tendance, on va dire, observée et la tendance simulée, la tendance observée va 4 fois plus vite, on va dire, que les tendances simulées pour ce scénario TRAC. Donc voilà pourquoi nous, on n'utilise pas, on va dire, ce qui est présenté habituellement. Alors justement, vis-à-vis de cette TRAC, comment est-ce que nous, on se positionne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un document de référence pour la TRAC, c'est un document qui a été édité par le ministère de la Transition écologique. Si ça vous intéresse, on vous transmettra donc l'adresse, on va dire, de ce document qui est disponible en ligne, bien entendu. Donc les conditions donc, qui sont imposées par cette TRAC dans le document du ministère de la Transition écologique, c'est plus 4 degrés. Il faut arriver à plus 4 degrés en température moyenne annuelle à l'échéance 2100 par rapport à une échéance, par rapport à une période pré-industrielle. Et il se trouve que ça correspond précisément, assez précisément, à la poursuite de la tendance réellement engagée depuis 1980. Or, c'est ça que nous utilisons à P3C. Donc, nous, effectivement, il se trouve qu'on respecte ces plus 4 degrés à l'échéance 2100. Ensuite,
ça indique également que pour la prise en compte de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ça doit être entre intermédiaire et élevé, donc entre 4.5 et 7.0 pour ceux qui s'y connaissent. Or, ça, ce qu'on peut prouver, c'est que ces scénarios-là, au moins jusque 2050, bah, ça correspond, enfin, ils ne se séparent pas déjà, et en plus, ça correspond également à la poursuite de la tendance engagée, donc bah, pour nous, les mêmes conditions, puisque nous, on sait 2050. Troisième recommandation, enfin troisième obligation, c'est qu'il faut utiliser une moyenne multimodèle et il n'y a pas question, on va dire, d'utiliser un seul modèle, même le meilleur entre guillemets, parce qu'il y a des fluctuations, on va dire, importantes qui ne sont pas, on va dire, nécessairement représentatives de ce qui va se passer dans l'atmosphère et de ce qui s'est passé dans l'atmosphère. Donc il faut utiliser une moyenne multimodèle vers le futur. Bah, nous aussi, on utilise enfin, pour être précis, on utilise uniquement ce qui est commun à 12 modèles. Et comme c'est commun à 12 modèles, si vous faites la moyenne de 12 choses égales, bah, vous pouvez prendre une de ces 12 choses. Voilà. Donc effectivement, nous, on respecte bien cette condition de l'usage d'une moyenne multimodèle. Par contre, ce qui n'est pas imposé par la traque du ministère de la Transition écologique, mais que nous respectons, c'est le fait que la compatibilité, elle soit également, alors déjà d'un point de vue territorial, on va dire, parce que la traque ministère de la Transition écologique, c'est uniquement national. Bah, nous, on montre que effectivement, dans un endroit ou dans un autre, ça peut aller un peu plus vite ou un peu plus lentement. Et surtout, c'est que on ait cette compatibilité avec les tendances réellement engagées à un pas de temps sous-annuel, c'est-à-dire saisonnier. Et vous avez vu donc la divergence avec ce qui se passe au printemps. Voilà. Donc la traque n'impose pas, on va dire, qu'il y ait convergence saison par saison. Et la divergence au printemps, donc ça laisse la possibilité, la liberté qu'il y ait une divergence telle qu'elle vous a été présentée, c'est-à-dire d'un facteur 4 au printemps. Voilà. Bah, nous, non. Nous, on s'impose, on va dire, que les trajectoires, y compris d'un point de vue saisonnier, ça soit compatible avec ce qui se passe sur le terrain. Suivante. Alors, comme on est assez régulièrement, encore actuellement, donc interpellé et même mis en cause sur, on va dire, le caractère de validation scientifique de ce qu'on raconte, bah, si ça vous intéresse, vous pourrez aller vérifier, donc on va dire, nos références. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, sauf s'il y a des questions particulières. Donc, une petite nouveauté, on va dire, du projet AP3C depuis l'année dernière, c'est qu'il y a dans le cadre du projet Agri-Aura 2050, c'est bien 2050, comme 2020-2050, et pas 2050 tout seul. Donc sur la partie, on va dire, une mini réplique, on va dire, du projet AP3C uniquement d'un point de vue thermique, parce qu'on n'a aucun crédit associé à on va dire, à ce travail. Et donc on a reproduit les projections climatiques donc, de AP3C, mais avec en tenant compte des 10 dernières années d'observation, parce qu'on s'était arrêté en 2015 en observation, bah oui, mais le changement climatique a continué d'évoluer. Et puis en intégrant, on va dire, enfin voilà, c'est avec une spatialisation forte, et puis donc en essayant de tenir compte au mieux, on va dire, des données les plus récentes, et en particulier de l'accélération du changement climatique, ce dont on n'avait pas tenu compte jusqu'à présent dans le projet AP3C. Suivante. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, donc ce sont sur le domaine du Massif central, mais il y aura peut-être, si ma mémoire est bonne, une carte aussi sur le domaine Agri-Aura 2050, des évolutions de température, de précipitation et d'évapotranspiration potentielle. Donc voilà comment le climat est en train d'évoluer, on va dire, sur le Massif central. Donc on commence par les températures. Les températures moyennes annuelles, bah, vous voyez là, en 50 ans, alors ça sera toujours en 50 ans, soit échéance 2000, soit échéance 2050, soit la différence entre les deux. Pour bien vous spécifier que nous, en 2025 ou 2026, on est au milieu. Donc, c'est pas juste nous, on ne fait pas juste une projection, un machin, hop, dans le futur. Nous, on veut décrire la trajectoire telle qu'elle est réellement en train de se produire. C'est aussi la raison pour laquelle on a fait donc 2000-2050. Donc là, ce que vous pouvez observer, c'est que même pour ce paramètre qui est très tamponné, on va dire la température moyenne annuelle, il peut y avoir des différences significatives, y compris à l'intérieur d'un département. Regardez ce qui se passe par exemple sur la Creuse, là où je me trouve. On a pratiquement toute la gamme, c'est-à-dire entre 1,7 degrés et puis 2 degrés d'augmentation donc en 50 ans. Donc 1,7 à 2, vous voyez, on est multiplié par 2, on est à peu près à 4 degrés par siècle. Hein, voilà. Mais après, il y a des calculs plus précis qui montrent qu'effectivement, on respecte les 4 degrés par siècle en moyenne France entière. Donc effectivement, la carte suivante, c'est la réplique, on va dire, sur en température moyenne annuelle sur le des Alpes.
pour des questions techniques, mais on utilisera, nous, essentiellement donc, ce qui se passe sur le nord des Alpes. Bah là, c'est en 80 ans, c'est une période un peu plus grande. Alors, on est allé 10 ans plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a 10 années d'observation en plus, mais on utilise aussi donc 10 années. Donc, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est le radissement, parce que regardez au maximum ce qu'on obtient en 80 ans, on s'approche des 5 degrés. Voilà. C'est-à-dire que si on tient compte des 10 dernières années les plus proches, oui, on observe de manière significative un radissement et une accélération du changement climatique. Donc, ce qu'on présente dans le cadre de la P3C, il faut absolument considérer ça comme étant un minimum vraisemblable. Maintenant, donc, ça sera la seule carte en dehors, on va dire, du projet AP3C en tant que tel. Donc là, les températures moyennes donc, du printemps, regardez l'évolution, regardez les valeurs en particulier, c'est entre 2,2 et 3 degrés, et centré sur 2,5 en 50 ans, c'est-à-dire ça fait 5 degrés par siècle. Le printemps, c'est la saison où, en moyenne, sur le Massif central, les températures évoluent le plus vite à la hausse. Alors que ce qu'on vous indique habituellement dans les projections climatiques standards, c'est que c'est en été que ça se produit. Bah non, en réalité, sur le Massif central, c'est au printemps, et ça a des conséquences assez divergentes. Donc ça, c'était le printemps. Maintenant, donc c'est l'été. Alors effectivement, l'été, en périphérie du Massif central, principalement vers le sud-ouest de la France, on retrouve des valeurs élevées. C'est-à-dire que oui, quand il n'y a pas d'interaction avec le relief, on retrouve le signal climatique tel qu'il est proposé par les modèles physiques du climat de grande échelle. Oui, s'il n'y a pas d'interaction avec le relief, d'accord, c'est bien en été que les températures évoluent plus vite à la hausse, jusque 3 degrés, donc en 50 ans. Par contre, au cœur du Massif central, dès qu'il y a un peu de relief significatif, là, vous avez les évolutions de température qui sont réduites, voire qui arrivent à pratiquement zéro en plein cœur. Là. Il se trouve que c'est pas ridicule, on va dire, c'est pas absurde d'un point de vue de la thermodynamique de l'atmosphère. Pourquoi? Parce que quand vous avez un apport de chaleur supplémentaire, particulièrement en été, vous avez l'établissement de brises de pente, c'est-à-dire vous avez la formation des nuages. Et tant que l'atmosphère n'est pas trop sèche, effectivement, ces nuages sont suffisamment développés pour couvrir, on va dire, une partie du ciel. Et lorsque vous avez donc des nuages plutôt que rien, ça limite l'augmentation des températures. Voilà. Il me semble qu'on le verra également donc, sur les précipitations, mais ça, on le verra après. Donc, en précipitation, maintenant, le cumul annuel de précipitations, voilà comment il évolue en 50 ans, sachant que sur les précipitations, il faut tenir compte de l'incertitude de détermination, quand même, simplement de la trajectoire. Hein. Et ce qui fait que, pour faire simple, ce qui est significatif, c'est l'incertitude associée est de l'ordre de 70 mm. Donc, les seules zones où c'est significatif, l'évolution du cumul annuel de précipitation, c'est ce que vous avez dans le sud-ouest du Massif central, c'est-à-dire le Lot, le bassin de Brive, un peu l'est de l'ouest de l'Aveyron, un bout du Tarn, voilà. Donc de ce côté-là, c'est statistiquement significatif. Ailleurs, c'est dans l'épaisseur du trait et on peut considérer donc un cumul annuel de précipitations en non-évolution. Donc maintenant, on va voir les saisons. Le printemps. Alors le printemps, attention, toutes les couleurs correspondent à des diminutions, sauf éventuellement le vert foncé. Donc au printemps, sauf rare exception, où le Massif central se trouve dans le cadre d'une diminution des précipitations, ce qui est cohérent avec l'augmentation maximale en moyenne des températures. Parce qu'au plus un air est sec, au plus il est facilement réchauffable et aussi refroidissable, ce qui a des influences, on va dire, sur les dates de dernière gelée. Donc ça, c'était le printemps. L'été, alors souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur la formation des nuages, on va dire, en été supplémentaire. Si les nuages sont suffisamment développés, c'est du cumulus, mais s'ils sont suffisamment développés, ça arrive à produire des précipitations. Et oui, ce que vous avez en vert, là, à partir, on va dire, du blanc d'ailleurs, carrément, c'est une augmentation des précipitations sur le Massif central. Et ça, c'est un signal, on va dire, qui n'est absolument pas donné par la modélisation physique du climat, par ce qu'on vous raconte habituellement. Alors, ce qu'on vous raconte habituellement, oui, vous pouvez le retrouver en bordure sud du Massif central, effectivement, donc au sud-est et au sud-ouest, oui. Dans ce cadre-là, tant qu'il n'y a pas trop d'interaction avec le relief, oui, le signal, c'est une baisse des précipitations en été. Mais lorsque vous avez l'interaction avec le relief, et sur au moins les 3/4 de la surface du Massif central, vous êtes dans le cadre d'une augmentation, on va dire, des précipitations. Ce que la carte ne vous dit pas, c'est la qualité des précipitations. Bien entendu, ce genre de précipitations, ça sera essentiellement sous forme d'averses. Après, il faut combiner avec justement ce qui arrive, c'est-à-dire avec l'augmentation de la demande évaporatoire. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de précipitations que la situation hydrique s'améliore.
Parce qu'il faut aussi, les précipitations arrivent en plus, donc c'est positif, mais le fait que la demande évaporatoire, elle, augmente, bah, ça arrive en moins. Et à quel point ça arrive en moins, bah, vous le voyez là, c'est en cumul annuel, donc là c'est la demande évaporatoire supplémentaire en 50 ans. Sur les zones les plus élevées, la couleur la plus pâle, là, c'est 80 à 100 mm. Déjà, c'est absolument pas négligeable, hein. C'est 80 à 100 mm de plus que la végétation demande. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, il faudrait 80 à 100 mm de plus de précipitation, ce qu'on n'a pas, ce que je vous ai expliqué. Et lorsqu'on va vers les vallées, vers le sud, le sud-est ou le sud-ouest, ben, alors déjà dans la vallée de la Limagne, on est aux alentours de 150. Je crois qu'il y a des gens de la Loire, là, bah pareil, j'ai oublié le nom, désolé. Là, j'ai oublié le nom de la vallée, donc non, mais ça va revenir, ça va revenir. Donc l'autre vallée qui est parallèle, bah, effectivement, vous avez aussi 150 mm de demande évaporatoire supplémentaire. Et puis après, lorsqu'on va vers le sud, on peut approcher les 200 mm supplémentaires. Voilà. Donc ça, il faut impérativement en tenir compte. C'est pas que, le bilan hydrique, c'est pas que la pluie, hein. C'est aussi donc la demande évaporatoire supplémentaire partout. Donc, diapo suivante. Justement, quand on fait la combinaison, c'est-à-dire en positif l'évolution des précipitations, en négatif l'évolution de l'évapotranspiration potentielle, bah, on a le bilan hydrique potentiel, donc là au niveau annuel. Donc, à peu près partout, à peu de choses près, ça correspond donc à la demande évaporatoire, mais en négatif, l'ouest, où il faut des précipitations. Donc, regardez, au cœur du massif et vers le nord-ouest, bah, on est effectivement moins 80, moins 100 mm, de 80 à 100 mm de dégradation du bilan hydrique annuel en 50 ans. Et lorsqu'on va vers le sud-ouest, eh ben, on atteint 200, voire 250 mm de dégradation du bilan hydrique, et ceci en 50 ans seulement. Alors ça, c'est approximativement 2 fois plus rapide que ce qui vous est indiqué habituellement. Là, j'en ai terminé avec les projections climatiques. Donc, je peux continuer avec les projections agroclimatiques, sauf s'il y a des questions, on va dire, spécifiquement climatiques jusque-là. Non? Alors, les projections agroclimatiques, bon, parce que moi je suis climatologue, mais après, évidemment, ça a été un projet qui a été mené par un réseau de chambres d'agriculture, donc on va dans le domaine agricole. Donc là, je vous présente un paquet d'une trentaine d'indicateurs agroclimatiques, enfin la liste, hein. Après, je ne vous présente pas tout. Donc en majorité, donc, ce sont des indicateurs relatifs à l'herbe. Alors ce qui est en bleu foncé, là, c'est ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire la date de redémarrage de végétation et puis la date de première fauche, le foin précoce. Et diapo suivante, il y a d'autres indicateurs. Oui, donc il y a les céréales, bah, je ne vous en présenterai pas. Le maïs, je vous présenterai l'échaudage du maïs. Et puis on a aussi des indicateurs sur des dérobés, également sur la vigne. Et puis on a un indicateur généraliste, le dernier. Voilà. Et là, je vous présenterai la dernière gelée de printemps. Je vous ai parlé, l'assèchement au printemps, ça a une influence sur les fortes températures, mais aussi sur les derniers gels. Et je vous en parlerai donc à ce moment-là. Donc on y va. Sur l'herbe, donc la date de démarrage de végétation, donc si ma mémoire est bonne, c'est une somme de température qui arrive à 200 ou 250 degrés jour lorsqu'on la démarre au 1er janvier. Comment est-ce que ça évolue cette date de redémarrage de végétation à l'avenir? Bah, ça se contracte, enfin ça se précocifie. Et au plus on monte en altitude, au plus ça se précocifie rapidement. Alors quand on est en bordure sud, c'est à peine détectable, enfin, c'est quelques jours. Puis sur les altitudes les plus élevées, bah, on peut gagner un mois en 50 ans, ce qui est considérable. Suivante. Sur cette date de démarrage de végétation, pour ceux qui tombent encore, enfin, ou qui ont utilisé donc, des cartes en version précédente, bah, voilà l'amélioration de qualité. Donc là, c'est la carte précédente, mais zoomée sur le Puy de Dôme. Donc, ce qu'on avait autrefois, enfin il y a ça seulement 4 ans, hein, vous l'avez sur la gauche en termes de précocification, et puis ce qu'on a désormais, bah, vous voyez sur la droite. Donc effectivement, c'est bien la même carte, mais il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup plus de précision géographique, et c'est pour ça que sur les cartes les plus récentes qui sont disponibles en ligne, on s'est permis donc de dessiner les communes, parce qu'on peut avoir des différences significatives intracommunales, absolument, et puis donc les cours d'eau pour vous faciliter, on va dire, le repérage, on va dire, géographique. Donc, AP3C, ce n'est pas une méthode qui est complètement figée, on continue d'améliorer nos processus. Indicateur suivant, la date de fauche précoce, donc là, quand on arrive à 750 degrés jour, donc base 0 degré, base 0 degré pour l'herbe. Au lieu de le mettre en évolution, bah là je vous l'ai mis en échéance, bah,
voilà, enfin, ce qu'on peut voir, c'est une précocification, on va dire, assez générale, on va dire, de la date de fauche précoce, mais ce serait la même chose sur la date de fauche tardive, hein. Il y a, et puis, là, on va dire, par rapport au démarrage de végétation, en fait, ça se précocifie plus, donc on a une contraction des cycles de production, et c'est ça aussi que veut dire, enfin, quand on compare les cartes, on voit, on va dire, la contraction des cycles de production. Diapo suivante. Là, oui, c'était pour le maïs, mais ça peut être utilisé aussi pour la santé humaine, hein. On a regardé donc le nombre de jours où la température dépasse les 32 degrés, donc en échéance 2000 et 2050. On a l'impression qu'il ne se passe rien en altitude élevée. Alors, de manière absolue, oui, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que si on passe de 0,3 à 0,5, on ne le verra pas sur la carte. Par contre, de manière relative, à cause de l'augmentation de la variabilité associée au changement, oui, c'est sur les sommets que ça évolue plus vite. Mais de manière absolue, ce qui vous est présenté là, oui, c'est dans les zones où c'est déjà chaud que le nombre de jours où la température dépasse les 32 degrés évolue le plus vite à la hausse. Si je choisis quoi, un endroit où ça bouge pas mal, là, le sud du Lot, on était aux alentours de 12 ou 15 jours en 2000. Et puis donc en situation 2050, on passe à 35 ou 40. Voilà, c'est multiplié par 2 quand même. Donc c'est considérable. Enfin, je veux dire, à la fois en termes de confort, on va dire, végétal, animal, humain. Non, non, il y a des choses qui bougent beaucoup. Diapo suivante. Donc oui, ces histoires de gel de printemps. Alors, sur votre gauche, comment dire? Ça, c'est un moment où je ne vous présente pas une carte de médiane, mais une carte de décile, d'année décennale. Alors sur la gauche, c'est précoce. Pourquoi? Parce que nous, on a 10 000 simulations, hein. Donc, on ne vous fait pas une carte pour chaque simulation. On fait une carte sur les statistiques de ces simulations. En général, ce qu'on vous présente, c'est les médianes, parce que c'est le plus facile à comprendre. Mais on a aussi calculé pour tous les paramètres ce qui concerne les déciles, c'est-à-dire les années décennales basses et hautes. Alors là, c'est l'évolution donc de la date de dernière gelée, sachant que négatif, ça veut dire que ça se rapproche du début de l'année en termes d'évolution. Précoce, ça veut dire que le dernier gel, il se fait tôt. Donc c'est les années favorables, ça, hein. Tardif, bah, ça veut dire que le dernier gel, il se produit tard. Donc ça, c'est les années défavorables. Alors certes, il y a des petites différences entre les deux cartes, mais au début, on ne va pas regarder. On va dire que c'est les mêmes cartes. Et par contre, ce qu'il y a de différent, c'est les échelles. Regardez bien les échelles. Et en particulier l'échelle sur les valeurs les plus sombres, c'est-à-dire les valeurs qui se contractent le moins. En année précoce, ça se contracte quand même au moins d'une semaine. On est à -8 là. Par contre, en année tardive, qui est pénalisante, bah là, vous arrivez à 0. Et ce qui est dans la dernière couleur au-dessus, bah, c'est carrément positif. Donc, à cause de l'augmentation, enfin, déjà à cause de l'augmentation de la variabilité générale et à cause de l'augmentation, on va dire, de la baisse des précipitations, donc de la sécheresse supplémentaire au printemps, bah, lorsque vous êtes dans une situation défavorable, non seulement vous n'avez pas de précocification, mais même vous pouvez avoir un retard, on va dire, à l'avenir des dates de dernière gelée. Donc ça, c'est problématique pour l'agriculture parce que ça annonce des dégâts supplémentaires. Parce que même si vous avez une légère contraction en moyenne, mais étant donné que la date de redémarrage de végétation elle est beaucoup plus précoce, et ben, ça veut dire que les dégâts associés au dernier gel, eux, ils vont augmenter, particulièrement lors des années défavorables. Nouveauté donc pour 2026, l'indice thermohydrique, le THI. C'est un indice de confort enfin de tous les mammifères. Enfin là j'ai mis pour les bovins laitiers, mais c'est la même grille, enfin c'est le même calcul, mais pas les mêmes seuils pour l'être humain également, hein. L'être humain, c'est 100. 100, c'est quand on atteint, vous voyez, les 37, enfin on dépasse légèrement les 37 degrés et demi et 100% d'humidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain standard, il n'arrive plus à suer, ou la sueur, ça s'évapore plus, donc ça ne sert plus à rien, ça vous rafraîchit plus. Donc ça devient létal. Le sang, ça devient létal pour un être humain, y compris en bonne santé. Pas de manière instantanée, mais il ne faut pas rester longtemps, on va dire, au niveau du seuil 100. Mais vous avez donc les bovins qui réagissent, enfin qui supportent beaucoup moins bien la chaleur que nous. Donc vous voyez donc en fonction de l'humidité et de la température, donc le stress associé. Et je crois que j'ai deux seuils, le seuil 68 et le seuil 80, et je vais vous présenter donc des cartes juste derrière. Alors le seuil 68, c'est le début du stress, et le seuil 80, c'est un stress qui commence à être sévère, c'est-à-dire fortement handicapant et pénalisant, on va dire, pour les bovins. Donc d'abord, en situation donc 2000 et 2050, vous voyez le nombre de jours où un bovin, enfin laitier en l'occurrence, il pourrait être donc en difficulté, on va dire, importante. Donc, au cœur du massif
sévère foncé, ça reste vert. D'accord, ok, le stress sévère, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, en périphérie du Massif central, y compris dans des régions, regardez ce qui se passe dans le nord-ouest du Massif central, y compris dans les régions où il peut effectivement avoir des troupeaux bovins laitiers importants, bah oui, ça devient, on va dire, quelque chose qui va impacter, on va dire, assez fortement la production et le bien-être animal. Le bien-être animal. Et en termes d'évolution, donc c'est la diapo suivante. Donc, en plein cœur du Massif central, il peut y avoir quelques points où ça s'améliore. Ça vient d'où cette affaire, étant donné qu'il y a un réchauffement climatique? Bah, en fait, l'indicateur hydrique, certes, il y a la température, mais il y a aussi l'humidité. Et bien, si votre humidité baisse plus vite d'une certaine manière que votre température augmente, ben, l'indicateur lui-même, il peut légèrement diminuer. Je dis bien légèrement. Voilà. Donc, ce qui est vert foncé, c'est soit stagnant, soit même en très légère amélioration. Donc, effectivement, au plein cœur du massif, il y en a. Par contre, dès qu'on atteint le deuxième vert, bah, c'est en dégradation. Puis au plus on va vers le jaune puis l'orange, au plus c'est en dégradation, on va dire, rapide du nombre de jours où vous avez un stress hydrique sévère et fortement impactant, on va dire, sur la production animale. Donc ça, les indicateurs, on va dire, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est quelque chose qui ne fait pas intervenir le sol, donc on peut cartographier. Mais on a quand même réussi, donc, sans aller jusqu'à la cartographie, mais point par point sur le réseau, à faire des indicateurs agro-pédoclimatiques. Alors, qu'est-ce que c'est la différence par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à présent? Alors, certes, on utilise toujours les paramètres de base, donc de la P3C, qui sont les paramètres quotidiens de température mini-maxi, le cumul de précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Mais en plus, dans les indicateurs agro-pédoclimatiques, on utilise des résultats relatifs au bilan hydrique réel qu'on a fait sur l'ensemble des points de notre massif central et sur un panel de sol donc appliqué à chacun de ces points du réseau AP3C. Donc, c'est un bilan hydrique à 2 niveaux. On regarde ce qui se passe dans le niveau de la réserve facilement utilisable, dans la réserve de survie. On a aussi un indicateur sur quand ça déborde, qui nous permet de traiter des problématiques hydriques également. Et puis l'évapotranspiration réelle, ce qui est un proxy, on va dire, ce qui est un indicateur important sur la production végétale, l'évapotranspiration réelle. Et puis le stress hydrique relatif. Donc, sur chacun des points, on a considéré 4 sols, du plus léger au plus profond. Et voici par exemple quelques indicateurs qui nous ont été demandés dans la chambre d'agriculture départementale du Massif central. Premier exemple, donc l'Allier sur un sol qui est relativement profond. Ben justement, ce qui déborde des sols, comment ça va évoluer à l'avenir? Ben, ça va diminuer. Et proportionnellement, ça diminuera plus sur les sols qui sont profonds. C'est-à-dire les sols qui sont profonds, on passe donc ils sont plus exempts, on va dire, des stress hydriques. Et en termes d'écoulement, bah, ça veut dire que les premières précipitations d'automne, eh ben, elles vont servir de plus en plus loin dans l'année à remplir les sols plutôt qu'à déborder et à faire des choses dans les cours d'eau. Voilà, c'est ce qu'indique cet indicateur. Ensuite, ce qui nous a été demandé par le Cantal, donc c'est des ralentissements ou arrêts de pousse, donc des végétations herbacées, donc plutôt en altitude, mais en plein cœur de l'été, c'est-à-dire les températures supérieures à 25 degrés et des stress hydriques significatifs. Pour la Loire, justement, ils nous ont demandé d'essayer d'estimer des enjeux de distribution d'eau à la pâture, c'est-à-dire la plus longue période au cours de l'été, l'été élargi, où il n'y a pas d'écoulement, c'est-à-dire où s'il y a de l'écoulement, on va dire, il n'est pas résultant du sol qui déborde. La Haute-Loire nous a demandé un potentiel de pousse des prairies au printemps, c'est-à-dire en sens inverse, quand il y a trop de stress hydrique, bah, on peut considérer que ça pousse très peu. Le Puy-de-Dôme nous a demandé donc un indicateur pour l'implantation de dérobés après des récoltes de céréales. C'est-à-dire il faut que le sol superficiel soit suffisamment humide, on va dire, pour pour que ça germe, tout simplement. Alors, comment ça se présente, ces résultats? Alors, c'est un peu plus que les cartes. Donc, c'est toujours la même tête. Vous avez donc l'indicateur en vertical en horizontal de 1980 à 2050. Les points, donc, ce sont des situations telles qu'elles ont été observées, on va dire, enfin, l'indicateur qui a été calculé avec les données observées. Et puis les courbes, la valeur centrale, donc la médiane en continu, la moyenne avec des petits tirets, mais pour la plupart des indicateurs, c'est confondu. De part et d'autre, en orange et bleu, ce sont les années quinquennales, c'est-à-dire qui se produisent c'est-à-dire qu'il y a seulement
une chance sur 5 que ça soit en dessous du orange ou une chance sur 5 que ça soit au-dessus du bleu. Et puis le violet et le rouge, là, ce sont les années décennales. Pareil, il y a 10% des possibilités qui sont en dessous du rouge et 10% des possibilités qui sont au-dessus du violet. Donc, entre le rouge et le violet, vous avez 80% des possibilités. À l'extérieur, vous avez 20% des possibilités. Donc, je crois qu'il y a au moins un résultat. Donc, par exemple, justement, pour l'allié, ce qu'il nous avait demandé, donc les écoulements donc en période de recharge hivernale, vous voyez comment ça évolue. Donc, avec un sol profond. Allez, on va prendre Saint-Gervais, par exemple. Donc, en situation standard, on passe de 250 mm qui sont restitués à 80, donc divisé par 3. Par contre, en année décennale faible, enfin problématique, on passe de 100 mm à 0. Voilà. Ça veut dire que le fait que le sol puisse ne rien restituer à l'avenir, qui était une situation, on peut dire, complètement exceptionnelle par le passé, ça pourrait devenir une situation beaucoup moins exceptionnelle dans le futur. C'est ça que ça veut dire, par exemple. Si vous avez, si vous souhaitez des informations, bien entendu, je répondrai aux questions. On a un site avec énormément de documentation. Ce qu'il y a de nouveau aussi par rapport à l'année dernière, c'est que nos projections ont été intégrées donc, dans le plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central. Je vous ai mis donc les références. C'est quand même une approbation de ce qu'on fait. Et puis donc, on a 5 playlists, 5 onglets YouTube didactiques, qui concernent spécifiquement le projet AP3C. Et je crois que c'est tout. Merci de votre attention. Merci Vincent. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, donc l'objectif, c'était au-delà de vous présenter donc, toutes ces données qui sont, que vous retrouvez sur le site internet, comme vient de le dire Vincent, avec des petites explications. Il y a beaucoup plus de données. Vous retrouvez les lances, notamment climatiques et agroclimatiques, avec des explications pour chacune, alors à minima. Donc après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Là, l'objectif, c'était aussi de vous expliquer qu'on a créé des outils, et des outils qui sont à la fois, une partie de ces outils ont d'abord été créés pour accompagner les agriculteurs, en effet, donc à disposition des conseillers chambres. Mais quand on veut travailler avec les établissements scolaires agricoles, en effet, qui ont des exploitations support, il est tout à fait possible d'avoir un accompagnement donc des exploitations support et d'utiliser ces mêmes outils qui ont été développés pour les agriculteurs sur ces exploitations support. Donc, soit directement manipulés par les élèves avec leurs professeurs, soit avec un conseiller chambre qui le ferait en amont et qui pourrait, par exemple, faire l'analyse avec les élèves. Donc, le type d'outils aujourd'hui qu'on promeut, c'est par exemple le diagnostic et plan d'action de vulnérabilité face au changement climatique qui a été développé et qui s'est appuyé notamment dans son plan d'action à des travaux qui ont été précédemment réalisés. Donc des travaux qui ont été réalisés sur les 4 types remarques centrales et sur lesquels des réflexions ont été menées pour faire ressortir des leviers d'adaptation qui peuvent être utilisés, donc suivant le système d'exploitation d'une exploitation, et donc qui peuvent être retrouvés dans ce plan d'action. Et après, nous avons aussi développé un certain nombre de supports de formation à destination des agriculteurs, mais aussi des conseillers pour qu'ils soient formés. Et ces supports de formation sont pas directement adaptés à des interventions dans les établissements, mais nous, on les a transposés pour pouvoir faire des interventions. Donc, quand je dis nous, c'est souvent les conseillers des chambres d'agriculture, puisque c'est eux qui sont le plus proches du terrain. Donc, ils ont les supports nécessaires pour pouvoir faire des interventions sur AP3C et sur les réflexions en matière d'évolution climatique et agroclimatique du territoire. Ensuite, on a développé des outils de communication plus larges, donc notamment des plaquettes, des fiches techniques, des fiches de synthèse, et puis un certain nombre de vidéos que vous retrouvez aussi sur le
sur le site du CIDAM, donc que ce soit des vidéos présentant l'évolution climatique des territoires, des départements du Massif central, mais aussi des vidéos présentant des possibilités de travaux agroclimatiques sur certains départements. Donc voilà, vous avez petit QR code qui peut vous renvoyer directement vers toutes ces informations. Plus spécifiquement, on a travaillé depuis de nombreuses années avec les établissements scolaires agricoles en plusieurs phases. Et depuis 2023, on a développé des outils pédagogiques qui peuvent être utilisés par les établissements, les professeurs, pour lier à la fois les leviers d'adaptation qui pourraient être mis en place et pour un de ces outils pédagogiques, le lier à une partie culturelle et notamment à des possibilités qui pourraient être développées dans le cadre de modules spécifiques, notamment enseigner à produire autrement. Et donc, on a réalisé un cahier des charges pour réaliser une BD une BD ou un carnet de voyage et qui sont à disposition, bien entendu, des établissements et qu'on peut vous faire parvenir si vous le souhaitez. Le préalable à ces travaux, ce qu'on souhaite et ce qu'on vous propose, c'est bien entendu d'abord une intervention dans l'établissement, tel que le vient de faire Vincent, en fait, hein, c'est que pour que à la fois les professeurs, mais aussi les élèves, puissent comprendre pourquoi est-ce que AP3C a été développé, comment, et que eux-mêmes puissent s'en emparer et manipuler en fait ces données. Et c'est ce qu'on fait assez régulièrement. Avec Vincent, on le fait avec VetaGrosSup, mais dans les établissements scolaires, dans certains établissements scolaires, c'est déjà réalisé, ces interventions sont déjà faites. Mais voilà, l'objectif aussi, c'était de vous le présenter, de présenter ces travaux et puis de développer, d'avoir de nouveaux interlocuteurs ou de renforcer les partenariats qui sont déjà préexistants. Et pour illustrer en fait ce qui a été fait, donc en 2024, le lycée de la Lozère a réalisé une BD et voilà, donc elle est en ligne aussi sur le site, mais donc les élèves ont eu une intervention de la conseillère référente de la Lozère qui leur a expliqué en quoi consistait AP3C. Les élèves ont pu s'emparer des données et des évolutions climatiques qui vont impacter l'exploitation support de Saint-Chély-d'Apcher, du lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Ils ont eu d'autres interventions de d'autres parties, par exemple de gestion de l'eau, etc. Et après, ils ont pu se projeter et le faire sous forme plus culturelle et c'est vrai que c'est un très beau travail qui a été réalisé. Et voilà, et donc c'est les pérégrinations de vagabondes à l'horizon 2050 qui redécouvrent la ferme telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà, donc en fait, l'idée vraiment de l'ensemble de ce webinaire, alors on a un petit peu dépassé le temps, c'était bien de vous montrer tout ce qu'on était en capacité de faire, et puis nous, comment est-ce qu'on peut vous accompagner, et comment est-ce qu'on peut venir auprès de votre établissement et voilà, le fait qu'on est à disposition. Nous sommes à votre disposition pour réaliser des interventions, mais aussi on est à votre disposition pour réaliser des projets dans vos établissements avec les élèves pour les sensibiliser, mais aussi qu'ils aillent plus loin. C'est pas juste sensibiliser, c'est vraiment utiliser ces données. Et donc, on peut le faire. Donc, vous pouvez le faire sous format que vous voulez. Et juste, nous, on a des outils à votre disposition pour le faire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Vous avez mon mail de toute façon et nous pourrons vous répondre. Je crois qu'il y avait Pardon. Merci Laurence, il y avait une question dans le chat. Peut-être, Maëva, je vous laisse la poser en direct.
C'est bon, je l'ai lu là. En fait, comment dire, moi, ce que j'ai présenté aujourd'hui sur la fauche précoce, c'est la date à laquelle on peut la réaliser. Donc, c'est pas qu'elle soit plus importante. On a il se trouve que sur la Loire et la Haute-Loire, on a travaillé, on va dire, sur la production hein, quantitative. Mais ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est la précocification. Et pourquoi est-ce que la précocification est importante? Parce qu'on part de plus loin d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on part, on va dire, d'un démarrage de végétation qui pouvait se faire, je sais pas quoi, en avril, voire en mai, sur les altitudes les plus hautes, bah oui, la précocification, elle peut être plus importante. Parce que, on va dire, les sommes de température peuvent être atteintes bien plus tôt. Si on est déjà avec un démarrage de végétation qui se déroulait donc dans le sud, en basse altitude, en février, on ne peut pas gagner beaucoup de temps, quoi. C'est un effet mathématique. Ok, je comprends. Merci beaucoup pour la précision. Je l'avais posé dans le chat pour pas couper lors de la question précédente, mais merci. Après, effectivement, en termes de production, mais là, ça ne vous a pas été présenté aujourd'hui, effectivement, comment dire, c'est plutôt les fauches précoces qui sont favorisées et les fauches habituelles en foin qui sont défavorisées, sachant qu'il y a un modulo avec l'altitude. C'est-à-dire l'altitude améliore, entre guillemets, ces choses-là, c'est-à-dire vous avez une fauche précoce qui est fortement augmentée et une fauche tardive qui est stagnante. Tandis qu'en basse altitude, en moyenne, bah, vous avez une fauche précoce qui se maintient et une fauche tardive qui, elle, chute avec l'augmentation du stress hydrique. Voilà. C'est que le delta est moins important en plaine qu'en altitude, du coup. Ça c'est différent. Hein. Là, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est de la production. Hein. Oui, 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 d'accord, ok. Très bien. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, on a vécu Éléonore de l'enseignement agricole qui était autour de la table, mais enfin, je pense que ce diaporama sera... Enfin, on va le faire passer à tous les établissements aussi. Euh, Est-ce que vous... Ouais, Éléonore, tu veux dire un mot? Oui, je voulais dire déjà merci pour la présentation. C'est vrai que nous, c'est intéressant. Enfin, potentiellement, je pense que les équipes pédagogiques, elles peuvent être intéressées par des interventions et après d'utiliser ça en pluridisciplinarité. Enfin, donc je pense qu'il y a un enjeu à déployer cet outil-là. Moi, je suis chargée de mission, donc je suis pas enseignante, donc c'est en parler aux équipes pédagogiques et potentiellement, si j'ai des retours plutôt positifs, je vous contacterai pour voir comment on peut collaborer ensemble autour de ce projet. Voilà. Et peut-être, parce qu'en fait, au campus Montravel, surtout pour Vincent, en fait, ils font de l'horticulture. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi des indicateurs un peu plus horti ou arbo, c'est ça, hein, Éléonore? Je ne me trompe pas, Et maraîchage, c'est... maraîchage, mais il me semble qu'il y a maraîchage, ou alors j'ai fait. On a plus des indicateurs autour de la pousse de l'herbe et des céréales et des dérobés du maïs et de la vitie, en fait. Alors, il se trouve que Mais dans le très cadre du spécifique. projet Agriora 2050, oui, il y a 7 indicateurs sur l'arboriculture. Donc, on peut avoir des informations et dans ce cadre-là. Ok, j'avais mal. Ok, très bien. Mais voilà, il y a le projet AP3C initial et pour lequel alors on est en réflexion hein, pour développer de nouvelles données. Comme disait Vincent, de toute façon, on est sans cesse en évolution. On accroît entre la qualité des données et le nombre de données. Ça, c'est jamais figé. Et on est en réflexion, on a des réflexions autour de l'arboriculture actuellement. Et après, bah, il y a le projet spécifique Agriora 2050 pour lequel on nous a sollicité, enfin Vincent a été sollicité pour développer des données bien précises, puisque c'est un projet particulier. C'est un projet en plus du projet AP3C en tant que tel. Ok. Mais n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des besoins, des questions. Vous passez par moi et puis on vous répondra avec Vincent. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques? Merci beaucoup, Laurence, Vincent, d'être intervenu, d'avoir pris le temps de présenter le projet. C'était très riche.
Et voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, à part si vous avez quelque chose à rajouter, ou Valentine peut-être. Non, c'est bon. Du coup, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci Au beaucoup. Merci revoir. beaucoup pour cette présentation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Laurence? Oui, oui, je coupais juste la transition.